Bonsoir, Marc Pierini. Vous êtes ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie. C'est entre 2006 et 2010. Les Européens 2011, pardonnez-moi. Les Européens qui baissent d'un ton aujourd'hui avec la Turquie. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque une supplique pour que le pays garde les réfugiés syriens sur son territoire? Alors, premier élément, il n'y a pas d'accord. Il y a un projet d'accord, une intention d'accord. Une intention d'accord. Nous sommes face à deux urgences politiques ici. Les leaders européens veulent un accord le plus vite possible parce qu'il y a une sorte de panique politique au sujet des réfugiés, nous le savons bien. Et la Turquie fait monter les enchères, comme vous l'avez dit. La Turquie essaie d'engranger le plus grand bénéfice politique, plus politique que financier d'ailleurs, parce que le parti d'origine du président Erdogan est en très mauvaise posture dans les élections qui se présentent au 1er novembre. Donc revenir sur la scène européenne en position de force, ce qui est le cas vu la posture des pays européens, c'est bon pour le président, c'est bon pour son parti d'origine. Ceci étant, cette affaire reste extraordinairement compliquée parce que il y a trois ingrédients, le financement, les visas et la négociation d'adhésion. Et le premier est assez simple à résoudre, c'est une question qui n'est pas résolue, mais c'est une question d'argent, alors que les deux autres sont infiniment plus compliquées parce qu'il y a des conditionnalités. Oui. Alors justement sur la question des visas, les Européens seraient d'accord pour accorder en tout cas plus de visas aux hommes d'affaires et aux étudiants turcs, mais est-ce qu'on peut imaginer que la Turquie pousse plus loin et demande une libéralisation totale des visas qui permettent aux 78 millions de Turcs de pouvoir venir dans l'Union européenne? Est-ce qu'elle peut aller jusque-là dans ces négociations? Je ne crois pas. La négociation dont vous parlez a commencé il y a plusieurs années. Et elle porte sur une libéralisation des visas, pas du tout sur un régime de suppression des visas, et elle porte sur les milieux d'affaires, les milieux académiques, les étudiants et les milieux culturels. Et effectivement, ce sont des domaines dans lesquels l'Union européenne a aussi un intérêt à faciliter les échanges avec la Turquie. Il y a du commerce, il y a des investissements, il y a une influence culturelle, éducationnelle. Donc c'est de ça dont on parle. Ce que voudrait la Turquie, c'est qu'on accélère le mouvement. Pas de problème pour l'intention d'accélérer, sauf qu'il y a des conditions à remplir qu'aujourd'hui la Turquie ne remplit pas. Donc il faut qu'on se mette au travail, mais le problème est essentiellement du côté de la Turquie. Il y a une impulsion politique positive du côté européen, il faut que la Turquie y réponde. C'est là où on en est en ce moment. Mais qu'est-ce qui pose problème du côté de la Turquie? Et est-ce que vous croyez sincèrement que demain, l'Union européenne serait prête à accorder des visas au-delà des hommes d'affaires et des étudiants turcs, à tous les Turcs? Est-ce qu'il n'y a pas une peur quand même de l'Union européenne que demain, les Turcs arrivent en masse sur le continent européen dans ce contexte aujourd'hui qu'on connaît de crainte dans l'Union européenne, de crainte de l'autre? On peut le dire. Oui, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que la Turquie n'est plus un pays d'émigration de masse vers l'Europe comme elle a été dans les années 60 et 70. C'est aujourd'hui fini. Donc, ce qui manque, c'est effectivement une facilité de voyage pour des catégories de voyageurs qui sont dans l'intérêt des deux parties. Je ne crois pas du tout, politiquement, que l'Europe soit prête à accorder une suppression des visas, toutes catégories confondues, et ça n'a d'ailleurs jamais été discuté depuis quelques années que ce sujet est en discussion avec la Turquie. Alors l'autre question, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est la reprise des négociations pour une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Ces négociations qui étaient gelées. Alors on parle de chapitres qui pourraient être rouverts. De quel chapitre s'agit-il? Et est-ce que vous pensez franchement qu'il y a une volonté chez les Européens d'intégrer à terme, à long terme, la Turquie au sein de l'Union européenne? Finalement, est-ce que ce ne serait pas qu'un geste symbolique? Je pense qu'il y a une volonté de faire un geste. Les affaires économiques et monétaires, ça peut être un geste. Les affaires judiciaires et intérieures, ce serait un peu plus qu'un geste parce que là, il y a un intérêt européen. Mais globalement, il n'y a pas d'enthousiasme en Europe. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans, l'état de droit en Turquie s'est très fortement dégradé pour des raisons qui sont propres à la Turquie. Donc la liberté de presse a été rognée substantiellement et l'indépendance de la justice est en question. Donc la Turquie, aujourd'hui, est très mal prise du point de vue des conditions politiques, de ce qu'on appelle les critères de Copenhague. Alors, on pourrait faire un geste sur des aspects techniques, affaires économiques et monétaires, comme j'ai dit, mais globalement, la négociation ne va pas faire un bond extraordinaire
tant que les conditions politiques ne seront pas rétablies. Alors justement, il y a un rapport qui est sorti très récemment sur les droits de l'homme en Turquie. Et là, les Européens se sont bien gardés lors de ce sommet d'en dire un mot au président Erdogan. La question des droits de l'homme, on la met sous le tapis. Je crois qu'un mot a été dit, mais peut-être pas beaucoup plus qu'un mot. Et certainement dans l'expression publique lors de la visite du président Erdogan les 5 et 6 octobre à Bruxelles, très peu a été dit ou rien du tout. Alors maintenant, dans 2 jours, la chancelière allemande sera à Ankara et il y a des questions en Allemagne. Va-t-elle dire quelque chose ou ne va-t-elle rien dire du tout? Il y a un débat évidemment toujours entre réel politique et les principes de l'Union européenne qui sont les principes fondateurs. On a quand même le sentiment que la Turquie la reprend la main, en tout cas que le président Erdogan la tient quand même un peu, si je puis dire, par le collet quand même les Européens. C'est un sentiment ou ça correspond quand même à une réalité? C'est une façon de présenter les choses. C'est certainement la façon dont la présidence turque souhaite présenter les choses parce qu'il y a cette élection qui vient, comme je l'ai dit. Mais en réalité, sur l'affaire des réfugiés, la Turquie et l'Europe sont dans la même situation. La Turquie a évidemment aujourd'hui beaucoup plus de réfugiés syriens que les pays européens, mais la Turquie est confrontée au même problème, le problème d'assimilation pour ceux qui restent, le problème du retour de certains, l'absence de solution politique ou militaire en Syrie. Donc les problèmes sont les mêmes. Il s'agit maintenant de savoir si la Turquie veut simplement jouer un jeu de marchandage ou si on crée une sorte de partenariat solide sur ces questions et qu'on les gère ensemble. Et vous pensez quoi? Que c'est marchandage ou qu'il y a une vraie volonté de coopération? Je dirais simplement que je ne pense à rien jusqu'aux élections du 1er novembre. Et après, on verra s'il y a une coalition, quelle coalition. Et là, on verra avec qui on parle effectivement. Alors justement, concernant ces élections, on sait qu'il y a eu ces attentats le week-end dernier, samedi dernier, qui ont fait 104 morts. C'est le tout dernier bilan. Il y a ces élections législatives anticipées qui arrivent le 1er novembre. Est-ce que vous pensez que le président Erdogan peut rafler la mise et justement aujourd'hui, reprenant un peu le dessus dans son rapport avec les Européens, que ça peut lui faire gagner des points? C'est peut-être l'intention du côté de la présidence turque. Ce que je vois, c'est que les sondages qui sont sortis au mois de septembre et en tout cas jusqu'au moment de l'attentat de samedi dernier donnent les mêmes résultats, grosso modo, qu'au mois de juin, que le 7 juin. C'est-à-dire des résultats où l'AKP, pour la première fois en 12 ans et demi, ça fera maintenant 13 ans, a perdu sa majorité simple, c'est-à-dire la capacité de gouverner sans coalition. Par ailleurs, le président n'a pas, comme il le souhaitait, la majorité qualifiée qui lui permettrait de réformer la Constitution pour arriver à un régime présidentiel super exécutif, si je puis dire. Donc on est confronté ici à 2 légitimités démocratique. Un président, l'année dernière, au mois d'août, élu au suffrage universel pour la première fois avec 52% des voix, et il y a encore presque 4 ans de son mandat qui court, parfaitement démocratiquement installé, et une élection législative de juin et peut-être celle du 1er novembre, qui le prive d'une majorité au Parlement et donc qui l'oblige, en quelque sorte, à faire une coalition. Donc ça, c'est tout le test. Aujourd'hui, la Turquie est assez déstabilisée en se trouvant dans cette situation intermédiaire avec un gouvernement de gestion des affaires courantes. Il faudra voir qu'est-ce qui se passe le 1er novembre. J'ai l'impression que si les élections se passent normalement, d'après tout ce que l'on entend, les résultats seront très similaires. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de la situation intérieure turque? Certains experts ici en plateau parlent de quasi-guerre civile en Turquie, la Turquie qui combat sur son propre territoire le PKK. Alors, il y a 3 ans environ, le Premier ministre, à l'époque, M. Erdogan, devenu président entre-temps, avait lui-même lancé un processus de paix avec les Kurdes. Ce n'était pas facile, ça s'est passé de façon discrète, et puis c'est devenu un peu plus ouvert. Et il y avait un grand espoir, il y avait un soutien de l'Union européenne et des États-Unis sur ce processus de paix. Et puis, peu après la défaite électorale du mois de juin, il y a eu soudainement une tension. Et là où il y avait retenu des forces de l'ordre quand il y avait des provocations du PKK, pendant les 2 années et demie, il y avait une très grande retenue. Là, à partir de juillet, il n'y a plus eu de retenue, il y a eu une campagne de bombardement extraordinaire. Alors, la diabolisation des Kurdes, globalement,
Bon, ça a certains objectifs. Évidemment, tout État est légitime lorsqu'il combat le terrorisme, mais en même temps, il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit avec les Kurdes. Il y a déjà eu plus de 40 000 morts. Il n'y a pas de véritable solution militaire. Donc il faudra bien un jour revenir à la négociation. Donc diaboliser les Kurdes et surtout les Kurdes du parti HDP, qui est un parti démocratique, ça ne paraît pas être une solution d'avenir. Merci beaucoup, merci Marc Pierini d'avoir été l'invité de France 24, d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct de Barcelone, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie.